Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro. Il l'a fait, Donald Trump est élu 47e président des États-Unis, un incroyable comeback, un inédit dans l'histoire politique américaine. En tout cas, à l'heure où on se parle, il est crédité de la majorité absolue des grands électeurs. Kamala Harris, à l'heure où on se parle, n'a pas encore pris la parole, ne l'a pas non plus félicité. Question, y aura-t-il contestation? Peut-il y en avoir? On va demander son point de vue à un spécialiste notamment du droit américain, l'avocat François-Henri Briard, entre autres. Nous irons à Pékin demander à Sébastien Faliti à quoi l'empire du milieu se prépare, en particulier en matière économique. Le cabinet de stratégie Roland Berger, d'ailleurs, a établi une cartographie très intéressante et un de ses directeurs associés viendra nous donner ses précisions. Et puis, faut-il craindre un Trump avec les pleins pouvoirs? Pour l'instant, à l'heure encore où on se parle, les républicains sont assurés de la majorité au Sénat, mais pas encore à la Chambre des représentants. Mais si tel était le cas, certains sont effrayés, comme Nicolas Bavrez. Il est l'invité de Point de Vue. Bonjour à François-Henri Briard. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, vous connaissez très bien les États-Unis, vous connaissez très bien surtout le droit et les institutions américaines. Un premier commentaire sur les résultats et sur la séquence que nous vivons encore et que nous avons vécue, que nous venons de vivre depuis cette nuit. Alors écoutez, je voudrais dire que personnellement, pour moi, ça n'est pas une surprise. Je l'avais d'ailleurs annoncé à un de vos collègues sur les ondes hier. Nous pensions que Donald Trump avait une avance significative et c'est le cas. C'est le cas et c'est une élection qui, d'un point de vue juridique... Alors, on va y revenir justement. On y reviendra. Mais pourquoi justement n'êtes-vous pas surpris? Question subsidiaire, de quoi plus exactement cette victoire est-elle le nom? Alors écoutez, je ne suis pas surpris parce que j'ai beaucoup d'amis républicains aux États-Unis et on sentait ces derniers jours vraiment un mouvement très fort, une mobilisation de l'électorat trumpiste et je pense que les Américains ont besoin d'être rassurés, sont inquiets pour de nombreux motifs et Donald Trump incarne cette figure tutélaire qui les rassure. Vous dites que d'un point de vue juridique, vous n'êtes pas inquiet. Néanmoins, on a vu qu'il y avait un certain nombre de recours qui ont été déposés. Donald Trump lui-même a mis en cause des tricheries, notamment en Pennsylvanie, où il est quand même donné vainqueur. Est-ce que d'abord il faut y croire? Et avez-vous noté, à l'heure encore où on se parle, plus ou moins de contestations qu'en 2020? Alors, la situation est très différente de 2020. Pourquoi? Parce que ce qui s'est produit il y a 4 ans, évidemment, a conduit les démocrates et les républicains à une sorte de réarmement juridique, si vous voulez. Donc, des équipes d'avocats qui ont travaillé, des recours déposés. Il y a à ce jour plus de 200 recours déposés, notamment dans les États pivots. Swing States. Dans les swing states, voilà. Ces recours, si vous voulez, du côté de Donald Trump étaient en quelque sorte préventifs. De même que tout ce thème électoral de la fraude, aujourd'hui, c'est une question qui me paraît tout à fait secondaire, même si, en effet, il y a des difficultés, notamment en Pennsylvanie. Vous avez vu que la Cour suprême de Pennsylvanie a ordonné donc le retrait de listes électorales et le président du comité électoral d'un comté a également dit qu'il y avait de grosses difficultés sur 2500 demandes frauduleuses. Donc ce genre de situation existe. 2020 nous a enseigné que les procès n'avaient pas abouti. Je vous rappelle qu'en 2020, il y a eu environ 60 procès engagés. Aucun d'entre eux n'a abouti. Et plus grave encore, les avocats qui ont conduit ces procès ont fait l'objet de poursuites disciplinaires et ont été radiés du barreau.
C'est le cas notamment de Rudy Giuliani et de l'ancien maire de New York. Voilà. Par quoi êtes-vous frappé depuis ce matin ? Écoutez, je connais Donald Trump, je l'ai rencontré en novembre 2018 à la Maison-Blanche. Je dirais qu'il est pareil à lui-même et encore une fois, cet événement personnellement ne me surprend pas. Je pense que l'équilibre des pouvoirs sera assuré, même avec un Congrès qui lui est favorable. Je connais bien les milieux républicains aux États-Unis, en particulier parlementaires, et je peux vous dire que Donald Trump ne fait pas l'unanimité. Et donc, il y aura des discussions, évidemment, sur les projets de loi, bien sûr. La Cour suprême également, on peut en parler peut-être. Oui, on va en parler, mais justement... je voudrais qu'on revienne sur la rencontre que vous avez faite en 2018 dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui vous avait marqué ce jour-là ? En quoi Trump vous a marqué ? Alors écoutez, le personnage est évidemment assez massif, je dirais. Plutôt sympathique. Je lui avais offert, pour la petite histoire, à l'époque l'intégralité des œuvres de Montesquieu en français. Il a regardé le livre et il m'a dit « Oh, OK, Separation of Powers ». Donc, il faisait le lien entre la séparation des pouvoirs et Montesquieu. Mais voilà, on a parlé de la France. Je pense qu'il aime bien notre pays. C'est un homme d'affaires. Hein. C'est un businessman et, qui va gérer la Maison-Blanche. Je pense comme il l'a fait dans son précédent mandat, oui. Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un changement ? Plusieurs commentateurs ont noté un apaisement, notamment dans le ton et dans le discours de Donald Trump à Palm Beach ce matin. Alors, je pense, si vous voulez, que Donald Trump, à compter du 20 janvier 2025, portera donc les habits du président. Il sera le président de tous les Américains. Il ne sera plus en campagne. Et je crois que ce qui peut inquiéter les Européens aujourd'hui et qui relève largement du discours électoral va s'amoindrir, c'est évident. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il sera soucieux de gouverner, encore une fois, pour tous les Américains, et pas seulement pour les républicains, pas seulement pour les trumpistes. Voilà. Pourquoi serait-il plus habité par un esprit d'unité qu'il l'avait été entre 2016 et 2020 ? Alors, je pense que, il est très tôt pour le dire, mais je pense qu'il est aujourd'hui, il sera, puisque le dépouillement n'est pas terminé, mais il sera bénéficiaire d'une forte légitimité démocratique. Et je connais un peu son entourage et les gens qui peuvent le conseiller. Il a parfois fait de mauvais choix, mais je vous assure qu'il y a parmi, je dirais, le cercle proche de conseillers des gens tout à fait raisonnables et qui, encore une fois, le conduiront à la modération. Ce qui n'exclut pas, évidemment, que le chef prenne des décisions parfois un peu brutales. Oui. Le Trump qui se retire dans sa chambre et qui tweet à tout va, ou qui va maintenant sur son réseau social, le Truth Social, c'est terminé ? La page est tournée ? J'espère, et je crois aussi que ce qui s'est passé le 6 janvier, vous savez, le 6 janvier 2020. A beaucoup marqué les esprits, et je pense qu'il a compris. Il a compris que c'était une erreur. Hein. Un chef d'État ne doit pas faire une chose pareille, évidemment. Je pense qu'il a compris aujourd'hui. Les investigations de la commission du 6 janvier ont été utiles, et également pour son administration. N'oubliez pas qu'il va devoir composer son administration et je pense qu'on trouvera là des gens avec lesquels nous, Européens, nous pourrons parler et qui seront tout à fait raisonnables. On sera nécessairement loin du discours électoral. Les magistrats, là, ne seront pas, cette fois-ci, les juges de paix, comme ils ont pu l'être dans d'autres circonstances. Je pense notamment aux élections de 2000. Finalement, toute la crainte d'une élection contestée, de troubles à l'élection, semble pour l'instant s'éloigner ?
Alors, je pense qu'il n'y aura rien du côté des démocrates. Pourquoi ? Je vois mal les démocrates sont respectueux du droit ? Oui, absolument. Absolument. Et vous savez, Jamie Raskin, qui a eu un rôle très important pendant les investigations de la commission du 6 janvier, Jamie Raskin l'a dit récemment. Elle dit récemment, si Donald Trump est élu, évidemment, nous respecterons la volonté du peuple. Ce sont des gens qui sont légalistes et la force du droit est considérable. Il est élu démocratiquement, il est président. Je pose des questions parce que, à vous lire, les Américains ont tendance à moins respecter aujourd'hui les institutions. Alors, c'est un thème en effet important. Il y a une crise de confiance, notamment dans la Cour suprême des États-Unis, qui est une juridiction que je fréquente depuis 30 ans. Et une crise de confiance qui est liée à des questions déontologiques, qui est liée aussi à certaines décisions qui ont été controversées, comme Dobbs sur l'avortement. Je pense que le président risque de nommer 2 nouveaux membres de la Cour suprême. Je pense que Samuel Alito et Clarence Thomas, qui sont âgés de 74 et 76 ans, vont partir et le président Trump va nommer au moins 2 nouveaux membres. Auront-ils le même profil que ceux qu'il a nommés lorsqu'il a été président dans un précédent mandat ? Je pense. Donc plutôt conservateur, hostile à l'avortement. Alors, je mets souvent en garde contre ces classifications, si vous voulez. Ce sont des gens, je les connais bien, ce sont des gens qui sont avant tout des juges et qui sont des praticiens du droit. Ce qui les sépare, ce sont des méthodes d'interprétation de la Constitution. On va parler, je vais essayer de parler le Briard, le petit Briard illustré. Est-ce qu'ils seront littéralistes ou bien est-ce qu'ils seront plutôt dans l'esprit interprétatiste ? Alors, ils seront, comme le sont les 3 derniers juges qui ont été nommés, ils seront originalistes. Donc, première catégorie. Au moins textualistes. Et il est évident que... s'attache au texte et à la lettre de la Constitution. Voilà, et à la volonté des pères fondateurs. Ouais. Il est évident que l'école de la Constitution vivante, qui était celle de Stephen Breyer, qui est un ami que je connais bien, qui est un homme remarquable, n'aura plus d'influence à la Cour puisqu'il y aura une majorité de 6 contre 3. Alors, c'est ça. Ce qu'on appelle l'interprétation vivante, en français courant, c'est plus, finalement... Même si je sais vous allez contester cette interprétation, mais c'est plus vers celle-là qu'un certain nombre de démocrates et de progressistes se sont appuyés. Absolument. Absolument. Mais puisque nous parlons de Stephen Breyer, vous savez qu'il a été le premier... Peut-être repréciser qui était Stephen Breyer. Voilà, Stephen Breyer donc, est un membre de la Cour suprême qui a pris sa retraite, qui est très francophile et qui a été nommé par le président Clinton. Et Stephen Breyer a publié de nombreux livres intéressants. Et le dernier, c'est La Cour suprême au péril de la politique. Et Stephen Breyer est le premier à dire, surtout, ne nous mettez pas dans des boîtes, ne faites pas une classification, nous ne faisons pas de politique, nous faisons du droit. Pourtant, c'était un reproche qui a été fait à la Cour suprême, qui a notamment renoncé en tous les cas, qui a garanti l'immunité de Trump dans l'exercice de ses fonctions, ce qui a empêché un certain nombre de poursuites. C'est une décision, mais regardez la décision, elle est juridique, elle est complexe, elle est en demi-teinte, ça n'est pas non plus une immunité totale. Il y a le cœur des fonctions présidentielles, il y a les activités périphériques. C'est une décision assez équilibrée, comme la décision Dobbs de Samuel Alito sur l'avortement, si vous voulez. C'est une décision qui ne prend absolument pas parti. Alors, justement, sur la question de l'avortement, c'est l'un des points centraux, puisque la nomination d'un certain nombre de juges par Trump avant son départ a conduit notamment la Cour suprême à remettre en cause le fameux arrêt Roe contre Wade qui autorisait l'avortement au niveau fédéral, qui a abouti à un certain nombre, qui a eu des conséquences internationales, notamment la constitutionnalisation de l'IVG en France. Est-ce que l'élection de Trump remet en cause ou risque-t-elle, pour reprendre le titre d'une dépêche de l'agence France Presse, de faire reculer, je cite, le droit à l'avortement ?
Alors, la décision d'Obst, vous savez, est récente. Elle sera évidemment maintenue. Il est hors de question de revenir sur cette jurisprudence. Donc, la nomination de nouveaux juges ne changera absolument rien. Je rappelle quand même que... Il y a un certain nombre de référendums, en tous les cas, qui ont eu lieu au cours de cette élection. Et il y a un certain nombre d'États qui ont, eux, comme la Floride, renoncé à ouvrir, à étendre le droit à l'avortement. À l'inverse, notamment, certains États, comme l'Arizona, eux, ont dit oui. Absolument. Dobbs a rendu la parole au peuple et aux États. C'est le cœur de cette décision. La Cour suprême ne prend absolument pas parti sur l'avortement. La décision dit même très clairement que c'est une question morale et qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer. Ce qu'elle dit, c'est que la construction juridique qui avait été faite dans Roe vs. Wade ne tenait pas la route, si vous voulez. Et c'est ce principe constitutionnel inventé par la Cour. La Cour Roberts n'en a pas voulu. Elle a donné la parole aux États. C'est aux États de décider aujourd'hui de cette question. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'allez-vous guetter dans les prochaines heures, François-Henri Briard? Alors, écoutez, l'étape ultime, c'est le 20 janvier. J'espère que je serai à la prestation de serment du président. Vous avez été à celle de Barack Obama. Voilà, j'étais à celle de Barack Obama, qui était un moment extraordinaire. Les prochaines étapes, je pense, vont se dérouler. Vous savez, c'est la certification des résultats, en 2 étapes, et puis la réunion du 6 janvier, la réunion du Congrès, mais qui se déroulera, je pense, dans de très bonnes conditions et qui devrait être présidée par Kamala Harris, puisqu'elle est vice-présidente. Donc ça va se dérouler de façon beaucoup plus calme, il faut le souhaiter, à votre avis, que ça ne s'est produit en 2020 et également en 2016. Merci beaucoup François-Henri Briard. Merci. Génial, vous avez un dernier livre, je vous laisse le présenter. Oui, le virus de la liberté. Voilà, c'est un livre que j'ai écrit pour dire ma conception de la liberté, qui n'est pas une liberté revendicative et narcissique, qui est une liberté qui se vit en société. Le virus de la liberté, c'est aux éditions Ipadema. Voilà. Merci beaucoup. Vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup, François-Henri Briard, de votre éclairage. Et vous nous raconterez l'investiture de Donald Trump. Voilà. Je l'espère. En tous les cas, le rendez-vous est pris. On va aller en Asie. On va retrouver Sébastien Faletti, qui est le correspondant sur place du Figaro. Sébastien, on a vu tout à l'heure qu'à Moscou, le Kremlin annonçait que Vladimir Poutine n'appellerait pas Donald Trump pour le féliciter. En revanche, est-ce que Xi Jinping, à Pékin, a enfin félicité ou va féliciter Donald Trump? Pour le moment, de ce qu'on sait, il n'y a pas eu de félicitations encore. Le ministère des Affaires étrangères, dans son briefing quotidien cet après-midi à Pékin, a répété de façon très générale des éléments de langage qu'il répète sur cette élection américaine depuis des mois, à savoir c'est une affaire interne aux États-Unis et nous respecterons le verdict du peuple américain, et aussi à appeler à travailler dans le sens, je cite, du respect mutuel et de la coexistence pacifique. Ce sont des choses qui sont répétées par Pékin depuis longtemps. Donc on n'a pas eu une félicitation directe de la Chine, mais c'est quelque chose d'assez classique parce que le régime chinois généralement prend son temps, et on sait que pour les dernières élections, par exemple, le président Xi Jinping avait félicité Joe Biden plusieurs jours après sa victoire. Et de la même façon, il avait en 2016, lorsque Donald Trump avait gagné sa première élection, Xi Jinping l'avait contacté, mais plusieurs jours plus tard. Donc on est pour le moment sur un vol assez classique. La Chine veut montrer qu'elle tutoie les États-Unis et qu'en surface, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, c'est la même chose, elle veut se faire respecter. Après, derrière, il y a forcément des arrière-pensées au Politburo. C'est la question, Sébastien Faletti. Je reprends
les termes que vous avez cités donc du ministre des Affaires étrangères chinois. Nous continuerons à aborder, à gérer les relations Chine-États-Unis sur la base des principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération mutuellement bénéfique. Est-ce qu'il faut absolument ironiser ou est-ce qu'on peut croire à ce qui se présente comme une langue de bois d'un diplomate post-maoïste? C'est l'élément de langage classique de ce régime marxiste-léniniste, et ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils veulent que les États-Unis les regardent d'égal et donc ils estiment que les États-Unis pour le moment ne le font pas, et en particulier la Chine est très remontée contre l'administration Biden. Elle estime que les États-Unis sous Biden ont renforcé ce qu'ils appellent, je cite, l'encerclement américain. C'est une formule même employée par Xi Jinping lui-même il y a quelques mois. Donc la Chine est dans une confrontation assumée avec les États-Unis, mais avec l'idée qu'on peut coexister un petit peu comme l'Union soviétique le faisait à l'époque dans les années 60. Alors derrière, ce qu'il faut voir, c'est que Donald Trump représente c'est une double face. C'est un peu ce que j'appelle le meilleur ennemi de la Chine. C'est un peu un Janus pour la Chine, parce que c'est celui qui a déclenché l'offensive contre la Chine avec cette fameuse guerre commerciale lors de son premier mandat, qui a pris de surprise le régime communiste. Il faut savoir que jusqu'ici, les États-Unis et la Chine étaient plutôt en bonne entente, notamment sur le plan économique. Et oui, il y avait des frictions, mais jusqu'à Barack Obama, on restait dans une relation bilatérale assez positive. Donald Trump a brisé cette tendance. Il a dénoncé ce qu'il appelle la menace chinoise. Il a accusé la Chine de tous les maux de l'Amérique et a imposé ces fameuses tarifs barrières douanières. Et maintenant, il revient et il dit qu'il va rajouter 60% de droits de douane. Ça, c'est une inquiétude pour la Chine, parce qu'en plus, l'économie chinoise ne va pas très bien et a besoin d'exporter à tout prix. Donc ça, c'est le côté inquiétude. Mais, comme je dis, Donald Trump, c'est Janus pour la Chine. Il y a aussi des opportunités, du point de vue chinois, d'avoir Donald Trump. Le premier, c'est bien sûr que c'est quelqu'un qui sème le chaos dans les occidentales. C'est quelqu'un qui peut désolidariser l'unité occidentale, qui est perçu comme l'adversaire numéro 1 du régime communiste. Et c'est là ce qui le lie avec Vladimir Poutine. Donc, Donald Trump, lui, avec sa stratégie de l'Amérique d'abord, il risque de remettre en cause les alliances type l'OTAN. Il va hérisser certaines alliances en Asie-Pacifique, notamment avec la Corée du Sud, avec le Japon. Tout ça, ce sont plutôt des choses positives du point de vue des stratèges chinois. Et bien sûr, plus généralement, il sape aussi, il donne l'image du chaos dans la démocratie. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse un régime autoritaire comme la Chine, c'est de semer une forme de division. Merci beaucoup Sébastien Faletti pour ces précisions, et merci d'avoir veillé jusque tard pour nous les donner, et je renvoie bien sûr nos lecteurs et nos téléspectateurs plus exactement à vos articles, à vos derniers articles dans le Figaro. Merci beaucoup. Bonjour Laurent Benarous. Bonjour Vincent. À quoi la Chine doit vraiment s'attendre avec Donald Trump ? Monsieur Trump n'a pas fait mystère du projet qu'il avait dans ses relations économiques avec la Chine. Ça a été rappelé par votre correspondant sur place. L'imposition de droits de douane forfaitaire à 60% s'inscrit dans la continuité complète du reste de ce qu'avait commencé M. Trump. C'est-à-dire que là, dans les échanges qu'il va y avoir commerciaux entre les États-Unis et la Chine, si on veut acheter chinois, il y a pour un Américain, dans le produit qu'il va acheter, dans le prix qu'il va payer, 60% pour la Réserve fédérale. C'est ce qu'a dit M. Trump de manière extrêmement explicite. Donc on peut s'attendre à ce qu'il le fasse. Il nous a habitués effectivement à faire ce qu'il dit. Et du reste, ça a été son slogan de campagne, donc il va sans doute s'y tenir. Par ailleurs, avec sans doute les deux chambres à sa disposition, il aura peu de difficultés institutionnelles à le faire. Donc oui, vraisemblablement, c'est ce qui va se passer. Ce qui a déjà été du reste le cas. Les exportations chinoises ont massivement baissé sur les 10 dernières années.
après pendant le mandat de M. Trump et du reste pendant aussi le mandat de M. Biden. Donc c'est une politique continue de guerre commerciale vis-à-vis de la Chine pour réduire l'influence de la Chine et la dépendance des Américains aux importations chinoises, tout en évidemment rebasculant aux États-Unis cette production, ce qui est le pendant effectivement de la politique. Vous venez de publier, le cabinet Roland Berger, dont vous êtes un des hauts dirigeants, a réalisé une étude très intéressante, What If, sur l'impact pour les entreprises de cette élection. À l'heure où on se parle, que dites-vous, qu'avez-vous dit, qu'allez-vous dire aux entreprises que vous conseillez et que vous accompagnez ? En l'occurrence aux entreprises effectivement non américaines, c'est ce dont on parle dans ce cas précis. Ce qu'on avait commencé à imaginer il y a 7-8 mois, c'était effectivement un scénario où M. Trump serait élu. Donc c'était un scénario parmi d'autres, on n'avait pas plus de visibilité que d'autres sur ce qui allait se passer, mais on s'était dit que c'était une option qu'il fallait considérer avec beaucoup de sérieux. Donc on a fait le travail effectivement d'aller recenser tout ce que disait M. Trump, tout ce qu'il avait fait, et puis de se projeter sur les impacts que pourraient avoir ces politiques. Pour résumer la posture de M. Trump à l'époque et désormais celle qu'il va mettre en place, c'est plus de protection pour les entreprises américaines. Donc plus de protection chez M. Trump, c'est très simple, c'est davantage de droits de douane. Donc 60% avec la Chine, 10% avec l'Europe, ce qui en gros multiplie par 3 à peu près les droits de douane actuels, pour remettre effectivement les choses dans leur contexte. Donc plus de protection simple, protection, droits de douane, très très simple. Et de notre côté, plus de liberté, parce qu'on oublie aussi effectivement cette dimension-là. M. Trump, pendant son premier mandat, avait massivement réduit l'impôt sur les sociétés, par exemple, jusqu'en 2025. Il y a fort à parier qu'il va prolonger, il va inscrire dans la loi plus lourdement cette réduction d'impôts. Et donc, si on est une entreprise européenne implantée aux États-Unis, ça peut être intéressant. Bien sûr, mais du reste, certaines entreprises européennes et internationales se sont d'ores et déjà inscrites dans une logique d'implantation de leurs activités aux États-Unis pour des raisons fiscales que je viens de citer, mais aussi en raison de toutes les politiques portées d'ailleurs parfois par M. Biden, comme l'Inflation Reduction Act, qui a incité des entreprises, même françaises, à localiser des activités aux États-Unis. Question, est-ce que d'ailleurs c'est peut-être pas inquiétant pour la France à l'heure où on annonce des augmentations massives d'impôts, et notamment des impôts sur les sociétés, est-ce que justement... je ne vais pas dire que les États-Unis vont jouer un rôle de paradis fiscal, mais en tous les cas, vont avoir une attractivité encore plus forte au regard des mesures qui sont prises par le gouvernement français. C'est certain. Sur la fiscalité, sans aucun doute, juste pour remettre les choses un petit peu en perspective, aujourd'hui, le taux réel, c'est-à-dire ce que vous payez comme impôt divisé par ce que vous avez gagné, pour la faire très très simple pour une entreprise au niveau fédéral, c'est 11% aux États-Unis, là où en France, c'est à peu près 21%. Donc là, c'est du simple au double. Du simple au double au moment où on se parle. Et on ne parle pas d'éventuelles réductions que M. Trump pourrait continuer à faire. Donc il y a un énorme avantage fiscal. Le coût de l'énergie est bien plus bas aux États-Unis, on l'oublie souvent, qu'en France. Là aussi, des ordres de grandeur très grossiers, mais le coût de l'électricité industrielle aux États-Unis est 2 fois moins cher que le coût de l'électricité industrielle en France. Je ne parle même pas du gaz, où là on est le gaz naturel, grâce au gaz de schiste, où on est dans des ordres de grandeur qui vont, selon les moments, évidemment, de x3 à x10 en termes d'écart. Donc des coûts d'intrants qui sont beaucoup plus faibles, et puis une flexibilité du marché du travail qu'on connaît, qui est historique. Derrière cette guerre commerciale également dont qu'on évoquait, donc il y a quand même cette attractivité fiscale qu'on n'imagine pas forcément au premier abord, mais en tous les cas que les spécialistes et ceux qui sont bien conseillés, savent, en tout cas perçoivent. N'y a-t-il pas également, avec l'élection de Trump, une opportunité, en revanche, pour les produits européens qui seraient relativement plus compétitifs que les produits chinois aux États-Unis ? Oui, on va voir comment tout ça effectivement va rebattre les cartes, parce que on voit bien qu'il y a un écart très important entre les droits de douane qui vont être imposés, qui pourraient être imposés, on verra bien, mais qui seront vraisemblablement imposés aux produits chinois et aux produits européens. Donc ça va rebattre les cartes, et c'était d'ailleurs tout le sens de notre étude et de l'interpellation vis-à-vis des acteurs économiques européens, qui était de commencer à scénariser, parce que évidemment chaque cas est différent. L'industrie aéronautique, l'industrie du transport, qui sont des industries fortement exportatrices actuellement de la France vers les États-Unis, doit regarder évidemment en priorité ce qui va se passer, et au regard effectivement de ce qui va se passer avec ses concurrents aujourd'hui chinois, tout comme l'industrie du luxe où là il y a moins de concurrence avec les Chinois. Est-ce que l'Europe sera et restera, même le sera encore plus, un terrain de prédation économique
avec l'élection de Trump? Alors, je ne sais pas s'il faut parler de prédation économique, mais ce qui est c'est politiquement incorrect, mais est-ce que c'est faux? Je pense que l'enjeu à court terme et prioritaire des Américains et de M. Trump désormais, c'est plutôt la Chine. Il y a une opposition des deux superpuissances et une volonté vraiment de réduire cette dépendance. Aujourd'hui, les importations chinoises, c'est à peu près 13,5% des importations américaines, là où l'Union européenne est à 18,5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on laisse effectivement les importations européennes à un certain niveau, parce qu'on considère que l'Europe est moins un rival que la Chine pour un certain nombre de raisons, en particulier en raison de la taille de la taille de l'ensemble géopolitique. La Chine, c'est un ensemble géopolitique. Le pari de M. Trump et des Américains, c'est que l'Europe n'existe pas et qu'elle a 27 interlocuteurs. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Ce qui est intéressant, vous êtes le dirigeant d'un grand cabinet de stratégie et de stratégie d'entreprise, et pas seulement d'entreprise, et à ce titre un grand acteur économique. Mais on parle d'économie, mais en réalité, tout est politique, finalement. Si l'Europe était une plus grande puissance politique, peut-être que la guerre économique serait beaucoup plus féroce. Oui, alors, et bien entendu, donc l'Europe n'est pas perçue, alors aussi en raison d'une proximité culturelle et historique, hein, il n'y a pas qu'une raison économique à ça, mais l'Europe est perçue comme moins une menace pour les États-Unis que la Chine. Là aussi, pour des raisons de dynamique. Aujourd'hui, le PIB de l'Europe est équivalent à celui de la Chine. Les importations européennes sont un peu supérieures aux importations chinoises des États-Unis, mais attention, la croissance en Europe, elle est péniblement à 0,5-0,6%, là où en Chine, on est à plutôt 5%, et les États-Unis à 2,5%. Donc la dynamique, les Américains sont extrêmement pragmatiques. Ils regardent où se développent les espaces économiques, lesquels sont potentiellement les plus agressifs pour eux, et ils agissent en conséquence. Une chose très intéressante dans votre étude, c'est que vous pointez une différence de méthode claire entre l'Inflation Reduction Act, l'IRA, et la relation de l'Union européenne avec les industries européennes. Là où les Américains sont plus dans ce qu'ils appellent l'incentive, c'est-à-dire l'incitation, l'aide, l'exonération fiscale, l'aide énergétique. Nos industries, elles, sont beaucoup plus en proie aux normes, aux taxes et aux droits dits, ce qu'on appelle les droits lourds. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec les difficultés pour nos entreprises, 66 000 défaillances d'entreprises en France depuis un an, Auchan et Michelin qui annoncent des suppressions d'emplois non négligeables, jusqu'à 7% des effectifs des Français pour quand même une entreprise d'une excellente santé jusqu'à présent qui était Michelin, on en paye le prix fort. Oui, et là encore une fois, ça fait partie d'un programme extrêmement clair dans la tête des Américains et de M. Trump en particulier, dans le moins de contraintes. Tout à l'heure, j'ai dit il y a plus de barrières pour protéger les entreprises américaines et moins de contraintes fiscales, moins de contraintes sur le coût des intrants, dont l'énergie, mais aussi moins de contraintes dans le fonctionnement au quotidien et en particulier sur la dimension écologique. Donc il est à peu près certain que dans les semaines qui viennent, on va voir encore plus de libertarisme se mettre en place autour des entreprises américaines. Est-ce que, je vous pose la question différemment, est-ce qu'on ne devrait pas plus s'inspirer des méthodes américaines en matière de rapport avec nos industries? Je vous dis ça, je vous pose cette question-là parce que c'est une obscénité. On a l'impression que quand on rencontre les dirigeants et les élites économiques en France, plus encore que les élites politiques, on a l'impression que l'obscénité suprême, c'est barrière, protection. Or, ces mêmes élites, on les entend de plus en plus à la fin du mandat de Trump, elles s'émerveillaient de ce qu'avait réussi Trump à l'issue de son premier mandat. Tout est question, je l'ai entendu chez certains de vos concurrents. Comme on dit parfois dans notre jargon, de wargaming. Dans un monde où tout le monde, ou de dilemme du prisonnier, dans un monde où tout le monde joue le même jeu, a la même vision de ce que doit être l'avenir, effectivement, on crée davantage de valeur à s'ouvrir, à baisser les barrières douanières, c'est la théorie économique qui le démontre très clairement, et tout ça crée de la valeur de manière plus ou moins uniforme en fonction des spécialités. Là, on est dans un monde où un acteur majeur, la première économie mondiale, va s'isoler de plus en plus, va monter des barrières. Et donc la question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire en théorie, mais plutôt qu'est-ce qu'il faut faire désormais dans ce monde-là qui se referme. Et donc, oui, bien entendu, qu'il va falloir effectivement sortir d'une forme d'angélisme, d'une forme de volonté d'éclairer le monde au travers de l'exemplarité, c'est bien, mais encore faut-il qu'on en ait les moyens, et c'est cet arbitrage-là que nos hommes politiques vont devoir faire. Continuer à se battre avec des armes dont parfois ils répugnent un peu l'utilisation, ou effectivement continuer à se dire, non, je parie sur ce que devrait être le monde,
Mais dans ce cas-là, je dois regarder si j'ai les sous pour le financer. Et les armes pour le faire. Justement, vous partez du principe que l'Union européenne adopterait ipso facto des droits de douane équivalents si Trump donc soumet ses droits de douane à 10% pour l'Europe. Mais qu'est-ce qui vous assure que l'Europe le ferait ? Alors, c'est une excellente question. De notre point de vue, et en rapport avec ce que je viens juste de dire, il serait obligatoire de le faire. C'est-à-dire que si on se met de facto dans une logique de faiblesse et de non-réponse, mais ce qui n'est pas du tout la posture de l'Union européenne aujourd'hui, l'Union européenne vraisemblablement va répondre de manière équivalente. Face à un interlocuteur qui, lui, est dans une relation de force, on perd forcément à la fin. Donc il nous semble, obligatoire qu'il y ait des mesures équivalentes au risque, effectivement, à la fin de se faire complètement écraser. Merci beaucoup, merci infiniment Laurent Benarous d'être venu nous en parler et de nous avoir apporté votre éclairage sur cette élection et sur ce à quoi va ressembler la situation économique et la compétition économique, en tous les cas à partir du 20 janvier prochain, date à laquelle Donald Trump devrait revenir à la Maison-Blanche. Je recommande bien sûr votre étude What If, qu'on peut retrouver sur le site de Roland Berger. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous en parler. Dans un instant, on retrouve Nicolas Bavrez. On va notamment commenter les résultats, commenter peut-être aussi cette situation dont vient de nous parler Laurent Benarous. Et puis, on va parler aussi du discours de Donald Trump, notamment cet extrait ce matin à Palm Beach. Et peut-être que les gens me diront que Dieu a épargné ma vie pour une bonne raison. Et que cette bonne raison, c'était de sauver notre pays et de restaurer la grandeur des États-Unis. Et maintenant, nous allons accomplir cette mission ensemble. Nous allons accomplir cette mission. La tâche qui s'annonce ne sera pas simple, mais je vais mettre toute mon énergie, toute ma combativité, toute mon âme à cette tâche que vous m'avez confiée. Bonjour Nicolas Bavrez. Bonjour. Je disais, on avait commenté ensemble l'élection de 2020 et c'est un plaisir de vous retrouver. Qu'est-ce qui vous frappe justement entre les deux ? Ce qui frappe, c'est que là, on a un processus électoral qui donne une réponse qui est extrêmement claire. Donc, il faut évidemment attendre la confirmation, mais c'est une victoire sans appel de Donald Trump, et par le nombre des grands électeurs, mais vraisemblablement aussi une victoire dans le vote populaire, et apparemment une victoire au Sénat à peu près acquise, et vraisemblablement à la Chambre des représentants. Pas encore fait. Alors où on se parle, c'est pas encore fait au niveau de la Chambre des représentants. Et donc, pour la Chambre des représentants, ça reste effectivement en balance, mais on s'oriente de fait vers apparemment une victoire extrêmement nette et significative de Donald Trump. Alors si Donald Trump l'emporte à la Chambre des représentants, ce qui lui donnerait en tout cas les pleins pouvoirs au Parti républicain, bon, je parle de façon caricaturale parce qu'on a entendu tout à l'heure, avant le début de cette émission, sur le Figaro Live, Laurie Kenton, spécialiste des États-Unis, dire que même au Sénat, où les républicains sont extrêmement majoritaires, il y a un certain nombre de sénatrices républicaines, au moins 2, qui ne sont pas du tout favorables à un certain nombre de mesures de Trump, donc qui feront obstacle. Il y a fort à parier qu'on ait une situation un petit peu comparable à la Chambre des représentants. Néanmoins, on aurait une situation inédite. Enfin, une situation pas du tout inédite, c'est une situation qu'on a beaucoup connue, mais enfin une situation où Trump serait donc à la Maison-Blanche, vice-président à la Maison-Blanche, administration de Trump, plus congrès républicain. D'après ce que j'ai lu sous votre plume dans l'édition papier de ce lundi, ça vous effraie, cette perspective ? Le processus électoral s'est clairement bien passé. Donc cette dimension du suffrage universel, je pense qu'elle est absolument incontestable. En revanche, vous avez vu que le meilleur ami de Donald Trump en Europe, c'est Viktor Orban. Et que Donald Trump s'est référé plusieurs fois au modèle de la démocratie libérale, notamment dans la détestation des contre-pouvoirs. Or, la démocratie américaine, elle est fondée sur cet exercice des contre-pouvoirs. Parenthèse, pardon Nicolas Bavrez, mais justement, on parle de la polarisation, de la violence de la société américaine depuis le début de cette campagne. Et on l'a vu, puisqu'il y a eu quand même 2 tentatives d'assassinat contre Donald Trump. Mais est-ce que ce n'est pas consubstantiel à l'histoire des États-Unis ? Question 1. Et est-ce que ce n'est pas non plus consubstantiel
à cette organisation institutionnelle où chacun se neutralise. C'est le rapport de force institutionnalisé. Alors, est-ce que c'est spécifique aux États-Unis ? Oui, ne serait-ce que par le nombre d'armes à feu. C'est quand même le seul grand pays développé où on a autant d'armes à feu qui sont en circulation. Garantie plus ou moins par la Constitution. Et de fait, pour l'instant, garanti par la Constitution et adossé donc à ce fameux amendement. Je ne pense pas que ce soit en revanche lié à l'organisation des en contre-pouvoir, parce que cette dynamique des pouvoirs et des contre-pouvoirs, c'est une dynamique qui est une dynamique de confrontation, mais qui est aussi et surtout une dynamique de coopération obligée. C'est vrai aussi dans la dimension fédérale, où les États peuvent avoir des politiques qui sont très très diverses, mais évidemment il y a une régulation qui est faite par l'État fédéral. Donc il ne faut jamais oublier que les checks and balances, c'est effectivement le rapport de force entre les différents pouvoirs, mais aussi la nécessité de coopérer ensemble. Mais là, le problème... Check and balance, c'est le système à la fois de vérification et de rééquilibrage et d'équilibre des pouvoirs. Le système, effectivement, d'avoir un exécutif avec une présidence très forte, et puis derrière, d'avoir un législatif, et il ne faut jamais l'oublier aussi, un pouvoir judiciaire. Là où la situation est quand même tout à fait inédite, c'est que Donald Trump va aussi pouvoir compter sur une majorité à la Cour suprême, où il a nommé trois juges suprêmes, et il y en a 2 qui vont devoir être nommés durant son mandat, nous rappelait tout à l'heure François-Henri Briard. Voilà, ce qui lui donnerait la majorité, et ça serait sans précédent dans l'histoire récente des États-Unis. Qui menace ou qui menaçait plus les libertés, Trump ou Harris ? Je crois que les 2 conceptions de la liberté sont très différentes et elles sont problématiques l'une et l'autre. Chez Kamala Harris, incontestablement, je pense que c'est une des raisons de sa défaite, c'est la dynamique de la guerre culturelle qui a été embarquée, dans laquelle elle s'est trouvée embarquée. Et s'est trouvée embarquée la gauche américaine, et elle s'est trouvée l'otage. Et donc, c'est une conception de la liberté qui a été complètement biaisée par l'identité. Et l'identité, en réalité, se révèle une arme de destruction massive de la liberté. Chez Trump, on a un mélange qui est très bizarre, parce qu'on a à la fois un individualisme assez radical. Alors la pointe la plus extrême, c'est Elon Musk, avec un côté carrément libertarien, et de l'autre côté, ce discours de la puissance, le discours MAGA sur les États-Unis. Donc, ce qui Make America Great Again. Et donc, Trump réconcilie ça par, j'allais dire, le leader charismatique. Et ça peut quand même donner un mélange extrêmement dangereux pour la liberté politique classique, où on aurait donc un leader avec un très fort charisme, et c'est une des conclusions de cette élection, c'est que tous ceux qui ont sous-estimé la force de Trump comme animal politique en sont pour leurs frais, mais derrière le monde de la technologie et le monde des super riches. C'est quand même une alliance qui est une alliance très singulière. On l'avait connu un peu. Pourquoi vous pensez que cette alliance-là est une menace est une menace, comme vous l'écrivez lundi ? C'est une menace parce que d'abord, dans une démocratie, l'alliance du pouvoir ou la confiscation du pouvoir par les plus riches, c'est quand même un problème. D'une certaine manière, on en avait connu une forme de préfiguration avec Silvio Berlusconi. Et si on rajoute la technologie, incontestable, parce que la démocratie, c'est pas le gouvernement par les algorithmes. Et c'est vrai que le poids d'Elon Musk dans cette campagne a été extrêmement important. Il a été omniprésent sur les réseaux sociaux, il a été omniprésent également dans la campagne, et évidemment, il est derrière
Et ça a été un des grands changements, parce que le monde de la technologie, normalement, il était plutôt démocrate. Parce que c'est un monde de la technologie. Quand il soutient les démocrates, il ne fait pas peur, et quand il soutient le républicain, il fait peur? Non, ce qui fait peur, je dis, c'est l'alliance des trois. Que la technologie, par ailleurs, représente un vrai péril pour la liberté, ça c'est certain. Et c'est vrai qu'en Europe, le problème se pose différemment, parce qu'on n'a pas d'entreprise technologique. Mais aux États-Unis, l'oligopole de la technologie, et qui s'est maintenant mis en ordre de marche derrière Trump, de toute manière, en lui-même, il représente une menace pour la liberté. On l'a bien vu avec le rôle des réseaux sociaux. On dit souvent ça. Je vous repense sur la question sur le rôle des réseaux sociaux, et on met en cause les réseaux sociaux dans un certain nombre de milieux libéraux et intellectuels. On pense bien sûr, on prend comme modèle le livre de Giuliano d'Ampoli sur les ingénieurs du chaos. Mais d'Ampoli explique bien que ces élections, avec bien sûr qu'il y a eu les réseaux sociaux qui ont joué un amplificateur, mais par exemple celle de 2016, il y avait une colère. Et on a l'impression qu'à chaque fois on impute la responsabilité aux réseaux sociaux, mais ceux-là même qui l'imputent aux réseaux sociaux ont toujours un discours de déni par rapport à cette colère, à ce sentiment des si vous voulez, le rôle des réseaux sociaux, il ne se limite pas aux messages qui sont émis. Il y a plusieurs menaces différentes, mais la principale, c'est que le réseau social est justement au service de la mécanique identitaire. C'est une machine à fragmenter la nation, à enfermer les gens dans des communautés. Donc il y a la mécanique de la polarisation, et puis c'est vrai qu'en 2016, on avait eu par ailleurs un problème particulier avec des ingérences russes caractérisées aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni et en Espagne. Ceci dit, il y a une enquête parlementaire aux États-Unis qui n'a pas conclu à l'implication des Russes, en tout cas le fait qu'il y avait une collusion entre Trump et la Russie. Non, la collusion, c'est autre chose, mais en revanche, tout ce qui a été fait autour de Cambridge Analytica. Enfin, ça, c'est parfaitement documenté. Donc, les machines, les trolls russes sur les élections de 2016, par ailleurs, ça, c'est tout à fait établi. Avec ou sans lui, est-ce que Trump, de toute façon, n'avait pas gagné son pari? L'Amérique est quand même redevenue grande. Avec ou sans lui? Alors, l'Amérique est dans une situation très particulière parce que, d'une certaine manière, le paradoxe, c'est que Trump est élu sur le discours du déclin des États-Unis, alors même que la puissance des États-Unis est en plein renouveau. Et que le problème des États-Unis, c'est que la démocratie est devenue extrêmement dysfonctionnelle, et on va voir si les institutions américaines résistent à un deuxième mandat Trump. Mais en termes de puissance, qu'on regarde la puissance technologique, la puissance financière, la puissance économique ou la puissance militaire, l'Amérique n'est plus en situation de puissance absolue, mais elle reste de très loin la plus grande puissance aujourd'hui mondiale. Et la tentative chinoise, aujourd'hui, l'histoire n'est jamais écrite à l'avance, mais en tout cas, la tentative de Xi, qui était effectivement de prendre le leadership à terme rapproché sur les États-Unis, celle-là, elle a spectaculairement échoué. Aujourd'hui, la Chine, en réalité, est dans une situation économique très compliquée. Elle a une démographie qui pique, et par ailleurs, en se montrant extrêmement agressive avec l'ensemble du reste du monde, elle est aujourd'hui, elle fait peur à tout le monde, et d'abord en Asie-Pacifique. Donc le Xi a fait, avec des conséquences moins dramatiques jusqu'à présent, la même erreur que Guillaume II en 1914. Le monde était en train de basculer, en tout cas très clairement, le rapport de force économique industrielle vers l'Allemagne. En lançant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne s'est ruinée et a par ailleurs suicidé et a suicidé l'Europe. Et Xi Jinping a commis la même erreur en pensant qu'il avait une fenêtre. Et je pense que, comme d'ailleurs Vladimir Poutine, ils se sont trompés précisément sur deux choses.
l'affaiblissement de la puissance américaine, mais surtout, et là Trump incontestablement, et y compris depuis son premier mandat, a été intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de pathologies sociales, etc. Mais les États-Unis n'ont pas renoncé, ni leurs dirigeants, ni leur peuple, à se battre pour le leadership mondial. En quoi, je vous cite, Nicolas, les élections de 2024 marquent la fin du cycle historique ouvert en 1917 qui vit les États-Unis incarner la liberté et réassurer la démocratie? Parce que à partir de 1917 et jusqu'à la période d'aujourd'hui, les États-Unis, qui étaient donc dans un monde et qui étaient isolationnistes, sont intervenus en Europe, et c'est vrai qu'ils sont devenus à la fois les garants du capitalisme mondial. Alors ils ont raté spectaculairement dans les années 30, mais à partir de 45, ils ont mis en place un système où ils étaient les garants du monde capitaliste face à l'Union soviétique, et puis ensuite jusqu'à 2008 de l'ensemble du système mondial, avec les règles du libre-échange, avec la réassurance via les institutions de Bretton Woods du système économique. Et puis c'était aussi ceux qui ont réassuré la sécurité des démocraties face à l'Union soviétique. Ça, c'est terminé, vous dites? Ça, c'est terminé dans la forme que ça a eu, pour une raison claire, c'est que ce qu'on voit avec Trump, c'est qu'aujourd'hui, Trump, mais je pense que derrière, ça c'est une évolution très profonde de l'Amérique, parce qu'elle a beaucoup changé aussi. Elle n'a plus du tout la même sociologie, elle n'a plus du tout la même composition ethnique. Et donc, les Américains, aujourd'hui, considèrent que la meilleure manière de défendre la démocratie, c'est la puissance américaine, mais c'est tout. Et donc, il n'y a plus de l'engagement. On va voir ce que fait Trump avec l'OTAN, mais il avait quand même pensé déjà en sortir au cours de son premier mandat. On va voir ce qu'il fait également en Asie et au Moyen-Orient vis-à-vis d'Israël. Mais les Américains ne veulent plus porter le fardeau impérial. Ça, c'est extrêmement clair. Mais ils veulent rester le leader. Mais ils veulent rester le leader. Mais ça n'est pas du tout incompatible. C'est-à-dire que c'est le slogan MAGA. Ils considèrent que simplement, c'est la puissance américaine avant tout. Mais en cela, je pense qu'ils font... On va être les maîtres du monde, mais pas forcément la nounou du monde ou les gendarmes du monde. Certainement pas le gendarme du monde, et même pas forcément l'ange gardien du monde libre. Ouais. Ce en quoi il y a sans doute une erreur, parce qu'en face de cette garantie, l'Amérique avait quand même beaucoup d'avantages. Elle avait le dollar, elle avait ses exportations garanties, et elle avait une capacité d'influence. Et je crois que dans un monde qui se restructure en bloc, par exemple, l'Amérique paiera un coup économique, mais aussi stratégique très fort, si elle laisse l'Europe basculer entre les mains des empires autoritaires. Eh bien, c'est ce qu'on continuera à suivre. Merci beaucoup, Nicolas Bavrez. Merci infiniment. Vous allez revenir très vite en plateau, parce qu'il faut qu'on parle d'une œuvre, et même d'un chef-d'œuvre. C'est votre dernier livre, et je pèse mes mots, et qui fera l'objet d'une émission particulière, absolument passionnant, s'appelle Le Sursaut, et c'est aux éditions de l'Observatoire. C'était notre teasing. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On continue à suivre, si vous nous regardez en direct, les élections américaines avec notre prochain rendez-vous, le Club, Le Figaro International, spécial élections américaines, 15h sur Le Figaro en direct, et 22h30, bien sûr, sur Le Figaro TV. Merci beaucoup.